Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouvel épisode de notre série, de notre Bada. Si c'est pour la culture, on a déjà donné. Épisode qui me donne l'occasion de recevoir Céline Dagnon. Céline Dagnon, bonjour. Bonjour. Avec qui nous allons parler du Pass Culture. Céline Dagnon, vous êtes consultante en accompagnement de projets culturels. Vous avez travaillé au Théâtre Gérard Philipe, au Théâtre des Bouffes du Nord, au Musée d'Orsay, au cabinet de la ministre de la Culture, la première ministre de la Culture du premier mandat, peut-être quelqu'un d'ailleurs, d'Emmanuel Macron, Françoise Nyssen. Vous étiez sa conseillère pour l'éducation artistique et culturelle, l'accès à la culture, le livre et la lecture. Vous avez participé à la création du Pass Culture, qui sera le sujet de notre conversation. Puis vous avez exercé pendant 1 an la fonction de chef du projet Pass Culture au ministère de la Culture. Vous êtes coordinatrice du pôle culture de Terra Nova, où vous avez participé au rapport d'évaluation des politiques de démocratisation culturelle en 2017. Céline Dagnon, je pense qu'il est important de faire d'abord une sorte de mise à plat, de dire ce qu'est le Pass Culture, ce qu'était son intention, la manière dont il s'est organisé et quelle est aujourd'hui sa réalité. Alors, est-ce que vous acceptez de faire ce travail pédagogique et informatif pour nos auditeurs ? Je vais faire mon possible pour le faire. Merci d'abord de cette invitation et de cet intérêt pour le Pass Culture qui a fait couler beaucoup d'encre et qui a évolué entre l'idée initiale, la promesse initiale, et ce qu'il est aujourd'hui. Au départ, la promesse, c'est un Pass Culture doté de 500 € qui doit donner accès à la culture pour tous les jeunes de 18 ans. Pardon, au départ, c'est un copier-coller. Promesse. Mais c'est un copier-coller d'une initiative qui a été un copier-coller modifié d'une initiative italienne. C'est une très grande inspiration du Bonus Cultura italien qui, lui, a été en réalité un chèque qu'on a rencontré d'ailleurs quand on a voulu mettre en œuvre et créer le Pass Culture, dont on a pu observer la manière dont il fonctionnait, la manière dont il fonctionnait mal, les fraudes qu'il pouvait y avoir et qui nous a fait réfléchir sur la manière de créer le Pass Culture en France. Cette promesse du président avait le mérite d'être claire et pas très précise d'une certaine façon dans sa mise en œuvre et donc qui permettait d'explorer différentes pistes de mise en œuvre. C'était surtout une promesse qui a fait bondir la très grande majorité du monde culturel, qui disait à juste titre, que l'argent n'est pas le premier frein d'accès à la culture et que donc faire un chèque culture ne pouvait pas donner accès à la culture, n'était pas ce qu'il fallait faire pour donner accès à la culture. Et toutes les initiatives de gratuité ciblée qui ont eu lieu les années précédentes ont prouvé que que ne passer que par l'argent était un effet d'aubaine. Et donc, quand on a dû créer ce Pass Culture avec Françoise Nyssen, sont arrivées très vite plusieurs évidences. D'abord, ceux qui font l'accès à la culture, ceux qui travaillent à l'accès à la culture au quotidien, sont les acteurs culturels. Et donc, c'est à eux qu'il faut faire confiance. Et ça tombe bien, le Pass Culture a été mis en œuvre par le ministère de la Culture, qui soutient une partie de ces acteurs culturels, autant être cohérent. Et donc, la première des idées, ça a été que la puissance publique, au fond, joue son rôle de créer un objet, non pas ex nihilo, non pas une invention de la rue de Valois, mais de créer, à ce moment-là, on disait encore quelque chose, pour les acteurs culturels, à destination des jeunes. Et puis la deuxième idée, ça a été de se dire, pour savoir vraiment ce dont on a besoin pour donner accès à la culture, on a besoin de comprendre les freins d'accès à la culture. Et ces freins d'accès à la culture, on a beau ne pas être trop vieux, on a quand même plus de 18 ans. Et donc autant aller les chercher aussi avec les futurs bénéficiaires. Et donc travailler directement avec eux. Ça a été les deux idées de départ pour essayer de mettre en œuvre cette promesse qui était infaisable. Parce que c'était énorme, parce qu'on savait qu'il fallait pas faire un chèque, mais c'est quand même toujours plus facile de faire un chèque. Parce qu'on était assez convaincus qu'il fallait le faire comme un outil de politique publique
et donc ne pas le donner à un certain nombre de privés qui avaient très très envie de le mettre en œuvre directement. Et puis parce que, évidemment, ça coûtait beaucoup d'argent. Il y avait beaucoup de ministères, à commencer par le ministère de Budget qui n'avait pas très envie de donner tout cet argent. Et donc entre le monde de la culture qui n'en avait pas très envie et le monde des finances qui n'avait pas très envie de donner tout cet argent, ça faisait beaucoup d'opposants. Et donc on l'a créé de façon un peu novatrice pour le ministère de la Culture, en se disant, si on veut le travailler pour les acteurs culturels, le travailler avec les jeunes, et s'intéresser à tous les freins d'accès à la culture, sans pour autant se substituer au ministère du Transport, par exemple, puisque l'un des premiers freins d'accès à la culture, en réalité, c'est le transport. Il faut sans doute créer une application qui sera une plateforme qui va développer quelque chose, mais qui va aussi développer la possibilité que d'autres viennent proposer des services. Et donc, on l'a montée selon une méthode qui était proposée, déjà mise en œuvre par la direction interministérielle du numérique, la DINSIC, une méthode plus ou moins bien nommée de start-up d'État. Je dis plus ou moins bien nommée parce que dès qu'on dit start-up d'État, on pense start-up, on pense privé, et c'est pas réellement ce qu'ils font. Ce qu'ils faisaient, c'était de se dire comment les start-up fonctionnent dans le privé et comment on peut s'en servir pour mener à bien des projets dans le public. Et donc, avoir une équipe autonome, responsabilisée, faire une promesse sur 6 mois et ensuite parler des résultats et travailler sur les résultats, ce qui permettait d'éviter d'avoir un cahier des charges qu'on allait discuter pendant 3 ans, etc. Et ce qui n'empêchait pas de travailler avec les différents partenaires, bien au contraire. Donc très concrètement, sur la base de ça, qui, je dois le dire, a été arbitré très vite. Le Pass Culture, c'est une aventure collective. C'était pas complètement évident à tous les niveaux hiérarchiques de pouvoir dire, d'accord, l'un des objectifs prioritaires du président de la République pour la culture, c'est le Pass Culture, et on va le faire selon une méthode complètement innovante, en faisant confiance aux futurs bénéficiaires et en travaillant avec tous les acteurs culturels qui étaient pour une grande partie des opposants, mais pour beaucoup des opposants constructifs et connaissant bien leur univers. Donc on l'a créé selon cette méthode-là, et on a tout de suite cherché à développer une application en faisant au départ, on faisait des ateliers qui s'appelaient « Dessine-moi un pass » avec les jeunes, pour essayer de comprendre les différents freins d'accès à la culture. L'argent, bien sûr, le transport, mais évidemment, et c'est un lieu commun de le dire pour qui connaît, le fait de se sentir autorisé, le fait de se sentir concerné, et donc de travailler dès le départ là-dessus. Et puis en travaillant dès le départ là-dessus, ça nous a emmené à travailler dès le départ et de façon complètement ouverte sur la question des algorithmes, sur la question de la recommandation, sur ce qu'on allait mettre dans le Pass Culture. Pass Culture, qu'est-ce que ça veut dire que la culture ? Quel est le périmètre de la culture ? Et donc de réunir au Pass Culture un certain nombre de partenaires culturels, éducatifs, socio-éducatifs, numériques, pour déterminer au fond tout ça. Et donc, dans cette première phase, peut-être je m'en arrête là. Au fond, le Pass Culture, au départ, ou porté sur ses fonds baptismaux, ça a été non pas un cahier des charges de 300 pages, au mieux, mais une phrase, créer une application permettant de lever les freins à la culture pour tous les jeunes de 18 ans. Et finalement, quand on dit ça, on dit beaucoup. Tous les jeunes de 18 ans, on ne construit pas un outil de la même façon quand on le construit pour tous les jeunes de 18 ans, 800 000, ou quand on se dit qu'en fait, à 300 000, ça ira bien, on aura réussi. Alors, avant d'aller plus avant, si je puis dire, dans cette exploration du Pass Culture, vous avez mentionné les oppositions. L'opposition du budget, on la comprend, c'est une opposition traditionnelle et d'une certaine manière une opposition qu'il faut considérer comme acquise, quel que soit le projet. L'opposition des acteurs de la culture, elle est moins facile à comprendre. Est-ce que vous pouvez nous la résumer ? Je co-dirigeais le théâtre Gérard Philippe juste avant et je la comprenais très bien. Elle vient de plusieurs choses. Elle vient, je crois, d'un agacement du solutionnisme,
une appli numérique va tout changer, alors que ça fait des décennies qu'on travaille sur l'accès à la culture. Elle vient évidemment de cette manne financière qui allait partir dans cette application numérique au lieu d'aller vers les structures culturelles et l'éducation artistique et culturelle. Je crois qu'elle venait principalement de ces deux choses, de l'agacement du solutionnisme et du rapport financier au pass culture. Mais en réponse à ça, il pouvait y avoir plusieurs manières de faire. Je rajoute un dernier élément. Elle venait aussi de la connaissance assez profonde du territoire. Le théâtre Gérard Philipe, où j'étais juste avant, il faut est à rappeler Saint-Denis. Peut-être que c'est à Saint-Denis, dans le fameux Centre dramatique 9-3. national. Donc l'environnement est un environnement dans lequel qui n'a pas pour première image un appétit pour la culture cultivée. Dans lequel il y a beaucoup de jeunes qui sont dans des familles pour lesquelles 500 €, ça représente énormément d'argent. 500 € pour la culture, quand on cherche de l'argent pour la vie quotidienne, c'est beaucoup d'argent. Et finalement, cette promesse qui était assez généreuse au départ devenait incomprise et devenait presque déraisonnable, incomprise. Et ça, il y a beaucoup d'acteurs de la culture qui le voyaient aussi. Donc l'opposition, elle venait principalement de ces trois choses. La connaissance du terrain, le fait que l'accès à la culture, c'est pas d'abord par l'argent, et l'agacement du solutionnisme. Voilà. Alors revenons à cette application. Nous avons bifurqué au moment où vous nous disiez qu'il s'agissait de créer une application et que pour créer cette application, vous avez procédé d'une manière, selon des méthodes de psychologie sociale qui consistent à aller demander à des représentants ou des échantillons, si on peut dire, parlant d'êtres humains, des principaux intéressés, comment ils pourraient utiliser une application comme celle que vous projetiez. À la fin, ça donne, ou d'étape en étape, on arrive à quelle application ? Alors d'abord dire que la co-construction, ce n'est évidemment pas écouter ce qu'on dit et faire exactement ce qu'on dit, c'est en tirer un certain nombre de réflexions et de conclusions. Quand on entend et qu'on sait que les premiers freins d'accès à la culture sont le fait de ne pas se sentir concerné, le fait de ne pas se sentir autorisé, le fait de percevoir la culture, vous avez dit la culture cultivée, précisément comme quelque chose d'écrasant, de clivant, c'est pas pour moi. Le fait de voir ces lieux pour lesquels, au fond, le plus dur, c'est de passer la porte. L'idée d'aller voir un spectacle de théâtre, c'est une chose, mais l'idée de passer la porte d'un théâtre, de savoir comment on fait pour réserver un billet, comment on va se comporter, comment on va être habillé, tout ça, ce font partie des premiers freins. Une fois que ça s'est posé... Est-ce que ça, c'est encore vrai, ou est-ce que c'est une idée que se font les gens qui, du haut précisément de leur habitude, ou pas du haut, en tout cas depuis leur habitude de la culture cultivée, se demandent un peu comment font les analphabètes pour approcher leur univers sacré. Je vous pose la question parce que il y a tellement de choses faites à l'école, dans toutes les écoles de tous les départements, y compris ceux qui sont le plus loin de cette consommation culturelle. Il y a tellement de choses faites précisément pour physiquement faire passer à la porte du théâtre, faire passer la porte de l'opéra, faire passer la porte des concerts, qu'on finit par se demander si cette conception si cette proclamation, de la difficulté psychologique, de la timidité face aux bâtiments, aux institutions, à la démarche physique d'aller vers la réservation, vers tout ce qu'on va dire, est bien réelle. Votre opinion comme ancienne responsable du théâtre Gérard Philipe à Saint-Denis et comme ancienne responsable du Pass Culture à Saint-Denis, quelle est-elle sur ce sujet ? J'ai presque envie de vous retourner la question. Puisque nous avons fait tout ça, puisque l'école a fait tout ça, et que de toute évidence, cela n'a pas changé grand-chose, est-ce que c'est bien ça qu'il fallait faire ? Je suis assez attachée à la distinction entre
l'accès à la culture et l'éducation artistique et culturelle. Dans un premier cas, on a ce qui se fait le plus, emmener des enfants une fois au musée, une fois au théâtre, leur faire passer cette porte-là, c'est le prof qui prend les places, qui les emmène une fois dans un cadre collectif. Et c'est bien, il faut le faire, c'est évident, ça fait partie d'une première approche. Et on n'est pas à l'abri, et ça arrive régulièrement, que certains soient très sincèrement touchés et que ça joue un rôle sur le futur accès à la culture. Mais l'éducation artistique et culturelle, c'est du temps long, c'est des projets. C'est des projets dans lesquels on a de la fréquentation des œuvres, on a de la rencontre avec, on dit souvent des artistes, mais je préfère des professionnels de la profession. Il y a des projets extraordinaires qui sont montés avec des techniciens, par exemple. Et c'est une part de pratique et d'implication des jeunes. Non pas pour que tous les jeunes deviennent des artistes, mais pour qu'ils aient cette part d'engagement, de ressenti, de manière d'être capable de dire « je » face à un « nous » de plus en plus communautaire, et donc de ressentir en profondeur et sur le long terme quelque chose. Et ça a un impact. Et ça, je l'ai vu dans tous les projets d'éducation artistique et culturelle que j'ai pu monter, fréquenter et voir. Et c'est très documenté. Le problème, c'est comme il faudrait le documenter sur peut-être 20 ans pour s'assurer que ça fonctionne, c'est plus difficile que ce dont on a besoin pour la communication politique. Mais une chercheuse comme Martha Nussbaum aux États-Unis travaille précisément là-dessus et le documente. À quel point l'éducation artistique et culturelle, ça change le regard au monde, ça introduit l'empathie. Quand on joue un rôle, on se met dans la peau d'un personnage et donc on découvre l'empathie avec ces personnages. Martha Nussbaum, elle va jusqu'à dire que les cours de littérature et de l'éducation artistique et culturelle devraient faire partie intégrante de la formation des élites en général, mais notamment des magistrats. Donc ça change quelque chose. L'accès à la culture pure, le fait d'y aller une fois, non, ça change pas parce que ça ne change pas les habitudes et que ça permet pas de désacraliser, mais ça permet de voir que c'est possible, mais ça ne donne pas les codes pour le rendre possible pour une personne autonome. D'accord. Ce qui veut dire que, si je ne me trompe, le levier principal, c'est l'éducation, plus que la fréquentation des établissements culturels. Et j'ajoute à ça, vous avez parlé de la communautarisation de la société, mais est-ce que le monde artistique, je parle du spectacle vivant, ne s'est pas communautarisé lui-même? C'est-à-dire qu'il n'est pas devenu lui-même une communauté qui produit ses spectacles, qui prend ses initiatives artistiques pour satisfaire les membres de cette même communauté, ou en tout cas en donnant aux membres de cette communauté une importance, et à leur jugement, et à leur approbation ou leur désapprobation, une importance qui pourrait avoir pour effet un éloignement entre la programmation des lieux de spectacle vivants et ceux qui ne sont pas directement influencés par cette communauté artistique. En partie, oui. Bien sûr. Heureusement, pas tous. Vous parliez tout à l'heure de la question de l'offre et de la demande. Moi, il me semble que c'est une forme d'aporie de chercher à dire qu'il faudrait que quelque chose soit absolument de l'offre ou absolument de la demande. Et qu'en réalité, évidemment qu'il faut les deux. C'est absurde de penser... Il y a un déséquilibre qui s'est accentué au fil des années. Complètement. Mais avec un effet de balancier sur... Beaucoup de gens ont cherché à dire le pass culture, ça doit être une politique de la demande. Mais quelle éducation se fait uniquement sur la demande? Si des parents veulent donner à leurs enfants tout ce qu'ils désirent ou tout ce qu'ils sont capables de formuler qu'ils désirent, ou... à l'époque où Coltès a commencé à être joué, il n'était pas connu en 82. Donc personne ne pouvait désirer Coltès. Si on n'est que dans une politique de la demande, les artistes et la création contemporaine ne pourra pas se faire et on ira vers une forme de reproduction de ce qu'on veut. Mais si on est
effectivement que dans l'offre. Et avec ce que vous soulignez, oui, il y a énormément d'artistes qui ont joué pour eux-mêmes, en mettant le public en dehors, en cherchant à choquer plus qu'à fédérer le public. C'est quand même pas vrai de tous, heureusement. Il y a eu une tribune que j'ai trouvée très intéressante de Michel Guérin il y a quelque temps, qui pointait la programmation en disant, pour travailler à l'accès à la culture, il faut peut-être aussi travailler à la programmation et de faire des programmations grand public ne signifiant pas absence d'exigence. Je vous rejoins, et je rejoins l'article de Michel Guérin que j'avais en effet remarqué. J'ai toujours défini le service public, quand je faisais partie du service public de la radio, en racontant une histoire qui est la mienne, qui est que je suis parti de la radio à une époque, je faisais 2 émissions, l'une était suivie par 1 800 000 personnes, ce qui n'est pas tout à fait un petit public, et l'autre par 350 000, qui était l'ancêtre du Nouvel Esprit Public. Et chaque fois, dans les 2 cas, quand j'ai proposé cette émission, les 2 responsables m'ont regardé d'un air de dire « Non, franchement, ça ne se passera pas ». Mais ils ont tout de suite ajouté « Tu veux vraiment le faire ?» Bah, essayons. Et c'était ça, le service public. C'était l'idée qu'on pouvait essayer de voir si par hasard le public n'aurait pas envie de quelque chose dont il n'avait pas encore conscience d'avoir envie. Mais quitte à se prendre, et c'est là où effectivement il y a un retour, une prise en considération de la demande, qui est que de la demande qui est non, ils en veulent pas. Et donc c'est comme ça, tant pis pour nous. C'était peut-être une bonne idée, mais une bonne idée dans une radio d'État, ça peut pas être fait contre ou malgré ou sans l'intérêt des auditeurs. C'est ça qui manque, me semble-t-il, dans une bonne partie du spectacle vivant, c'est la prise en considération du retour. J'ai raconté il y a très longtemps que j'étais allé au Havre, il y a au moins 25 ans. C'était la première fois. Je suis allé au Volcan, le théâtre qui est donc construit par Niemeyer au centre du Havre. Et il y avait une adaptation d'un livre de Jean Genet, Sabra et Chatilla, tout sauf une œuvre théâtrale. Et cette adaptation, on savait dans ce Volcan qu'elle aurait si peu de succès que les 9/10 des fauteuils étaient bâchés. Et il y avait un carré au centre dans lequel il y avait 100 personnes, dont je me suis aperçu que les 2/3 ne payaient pas ou payaient très peu. Enfin, c'était des gens du métier qui payaient les places du métier. C'est-à-dire, c'est un système totalement incestueux, voire même pire, ce que l'animal mythologique connu sous le nom de Catoblépas, qui se nourrissait en se mangeant lui-même. Donc, peut-être une des questions, mais nous n'allons pas l'aborder tout de suite, une des questions est de savoir en quoi le pass culture introduit une faille dans ce déséquilibre. Mais je vous propose que nous nous retrouvions pour en reparler la semaine prochaine.